Donc on va passer à la dernière conférence en fait de cette convention. Il va s'agir donc du métier de graphiste en France. Et pour animer la conférence, j'ai l'honneur de recevoir Madame Solène Pichereau, connue sous le pseudonyme de Cédéto, qui est illustratrice chez le groupe Delcourt. Graphiste, j'ai dit illustratrice. Non, ça commence mal. Et donc vous avez pu voir le nom à la fin d'ailleurs de la présente présentation, ainsi que Monsieur Fabien Vautrin, qui lui est directeur artistique auprès de l'éditeur Kurokawa, et dont le nom apparaissait aussi à la fin. J'ai trouvé ça pas mal d'ailleurs. Ça permet de faire de faire un suivi, puisque voilà, dans les remerciements du visuel de Mangacast. Voilà, oui, absolument. Oui. Là, ils nous ont demandé gentiment un Mangacast représente. Donc justement, on va avoir l'occasion au cours de la prochaine heure de rentrer plus en détail dans le fonctionnement de votre profession en fait, en rentrant plus en détail à savoir exactement quelle est la tâche que vous avez à accomplir, quelles sont les limites, quels sont vos contacts avec les éditeurs au Japon et quelles sont éventuellement les libertés que vous pouvez avoir sur le choix d'une jaquette et ce que deviendra au final, je dirais la présentation principale de ce qu'est le manga en France, excusez-moi. On va y arriver, c'est la fin. Voilà, oui, c'est la fin, la fatigue commence et le stress retombe également du coup. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous laisse la parole et nous prendrons... Oui. Ma foi, oui. Alors, il est 16h32 et 27 secondes. Voilà. Mon Dieu, ça se fait un peu... Je suis un peu surpris du coup. Donc, je vous rappelle rapidement le fonctionnement de cette présentation. Donc, nous aurons droit à peu près à 45 minutes de présentation de la part de nos conférenciers, suivi d'un quart d'heure de questions prises au choix du public. Donc, dès que vous avez une question à poser, n'hésitez pas à vous lever la main, je vous apporterai le micro. Voilà, c'est tout. Merci à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Solène, Fabien, enchanté. Alors on va commencer par un truc super, une transition, voilà, qui défonce. Donc on est tous les deux graphistes. C'est vrai qu'on a des postes assez similaires au sein des éditions Kurokawa pour ma part et Soleil et Delcourt, voilà. Et ton cam. Et ton cam aussi, voilà. Vous avez déjà eu la présentation tout à l'heure, on va pas refaire les historiques et tout ça. Du coup, on va commencer par un petit historique des couvertures de manga en France, pour voir un petit peu d'où on vient et où on va, en fait. Donc il y aura certainement des choses un petit peu kitsch, notamment, voilà, on voit un petit Candy là qui est quand même particulièrement laid. Qui date de 86 ou de 87, faut pardonner. Donc ça c'est les premiers trucs et on va commencer, alors ce qu'on considère comme le début du manga moderne. Il y a déjà eu des mangas publiés avant, mais le premier manga moderne entre guillemets c'est Akira. Donc comme vous pouvez le voir, Akira, il y a eu plusieurs éditions. La couverture japonaise sur la gauche et n'a pas été réutilisée au départ parce qu'il y a une version kiosque utilisant des illustrations recolorisées. Alors kiosque, ça veut dire qu'elle était disponible en kiosque, enfin chez votre marchand de journaux, comme on dit. C'est des petits fascicules tout plats. Voilà, les kiosques ça n'existe plus trop aujourd'hui. C'était un peu au chapitre, un peu comme les comics, et une édition reliée cartonnée. Donc c'était une couverture cartonnée qui a une charte graphique bien propre à elle, pour enfin arriver en 99 à une version plus proche de la version japonaise, sachant que même cette version-là n'est pas encore en sens japonais. Bon, il y a aussi les problèmes de sens et tout ça. Pour le moment, en France, en tout cas, on n'a pas d'édition d'Akira en sens original. Même si c'est marqué édition originale, c'est du pipeau. Elle reste en sens japonais, français, pardon. Un peu le même combat pour Dragon Ball qui a suivi un peu la même trajectoire. Il y a une version kiosque aussi, donc je répète, chez votre marchand de journaux, avec des petits fascicules. Une version reliée, alors qui est intéressante parce qu'ils ont imposé une charte graphique qui sera propre à Glénat dans tout la première moitié des années 90, avec un petit dégradé orangé. De bon goût. Ouais, voilà, d'un goût certain, on va dire. Et pour enfin arriver en 2003 seulement, donc ça fait quand même presque juste 10 ans après la première publication, à une version beaucoup plus proche de la version japonaise et en sens japonais. Oui. C'est une bonne question. Pourquoi ? Qui a préparé ces slides ? Je ne sais pas pourquoi. Dragon Ball, c'est quoi, 84, 85 ? Ouais, quelque chose comme ça. Akira, c'est 86-7, quelque chose comme ça, je crois, parce que ça a déjà été publié dans Shonen, dans Young Magazine, Akira, et les versions reliées sont beaucoup plus tard parce que Monsieur Otomo avait beaucoup retouché en fait les décors par rapport à la version magazine. Donc voilà, là, voilà, avec Dragon Ball, oui, encore. Non, alors.
au Japon, alors on va pas refaire tout forcément. Je sais pas, Mangaka, on en a peut-être déjà parlé avant, mais au Japon, les mangas sont publiés d'abord dans les magazines, donc chapitre par chapitre, avant d'être en version ce qu'on appelle tankobon, donc relié. L'édition kiosque, qui correspond à peu près à un demi-volume, ce qu'on considère comme un volume normal, est propre à la France. Même alors non, c'est pas le même. Les chapitres, c'est vraiment chapitre par chapitre, alors que là les versions kiosque c'était 2-3 chapitres. Enfin ça correspondait à la moitié d'un tome en fait. Même pour Akira par contre c'était 1 ou 2 chapitres à chaque fois, ça dépendait de la pagination. Et alors ce sur quoi j'insistais là, effectivement il y a une charte graphique Glénat qui a été inventée à l'époque et qui après a été déclinée sur d'autres titres. C'est-à-dire que ils sont partis de leur charte graphique pour intégrer les éléments des mangas. Donc là on a Ranma 1/2, où on retrouve effectivement l'illustration de la couverture, mais réintégrée dans une charte spécifique à Glénat. Même combat pour Appleseed, où ils ont pris une illustration différente. Alors peut-être qu'on voyait mieux ses seins ou je ne sais pas quoi. C'était certainement un argument de vente important. Et avec une version avec un petit dégradé orangé. Je sais pas. Disons qu'à l'époque c'était aussi les premières couvertures faites sur ordinateur. Donc je pense que faire des dégradés ça devait être ma boule. Et ils étaient là, on peut faire des dégradés, c'est super. Et ils en ont profité. Ce qu'il faut situer aussi, c'est que Dragon Ball a eu un succès particulier et que par conséquent, l'idée était que quand les gens arrivent en librairie, ils se disent tiens, ça ressemble à Dragon Ball de loin, c'est un peu les mêmes codes, et qu'ils aillent naturellement. Voilà, c'est une des utilités du graphisme, c'est de pouvoir créer des codes et s'en servir pour essayer d'attirer le succès commercial vers soi. Alors ici, on va passer donc à un des premiers mangas des éditions Tonkam. Et donc en fait c'est ce qu'on va appeler un facsimilé, c'est-à-dire que on a repris vraiment quasi à l'identique le design japonais. Donc Tonkam est un des premiers à avoir vraiment amené ça en France. Et en fait c'est arrivé aussi en même temps que les premiers sens de lecture japonais. Donc le manga n'était plus retourné, toutes les illustrations retournées, etc. Et donc voilà, on voit une vraie volonté de ressembler au livre original. Alors ensuite, on arrive donc quelques années plus tard, voilà, avec Gun chez Glénat. Donc on voit qu'ils ont lâché leur charte de Dragon Ball et qu'ils essayent cette fois de se rapprocher de la version japonaise. Et de leur côté, pour Tonkam, un premier changement de visuel par rapport à l'original, où on essaye d'avoir un visuel un peu plus avec un impact meilleur et une fille au premier plan, un peu plus zoomée, une fille policière. Donc voilà, ça peut marcher plus vers le public français. Alors sachant effectivement que Gun, là, comme vous pouvez le constater, le visuel a été switché. En fait, ils ont fait un miroir sur l'illustration de Gali. Une des raisons est certainement aussi que c'était publié en version française. Donc du coup, pour garder une cohérence au niveau du positionnement, ils ont inversé. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ça. C'est-à-dire que voilà, 95, c'était une époque assez éloigné. Aujourd'hui, les Japonais ont un droit de regard sur toutes les créations. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire est soumis à l'éditeur, voire à l'auteur. On sait jamais vraiment trop qui regarde tout ça, mais ça aujourd'hui c'est plus possible. Voilà, on peut plus faire des miroirs sur l'illustration parce que ça a pas. En plus, c'est moins beau. Enfin, je sais pas si vous avez déjà dessiné. Je sais pas si vous avez déjà dessiné un personnage et que vous avez regardé après au dos de la feuille. Généralement, souvent c'est un peu moins parfait que dans le premier sens. Il est un petit peu tordu. Donc du coup, ça aujourd'hui c'est plus possible. Alors on passe rapidement sur d'autres éditeurs. Donc en haut à gauche vous avez Kana avec les Chevaliers du Zodiaque. Alors vous pouvez remarquer que le cadrage est un peu plus serré sur la française et on peut imaginer qu'à l'époque on n'avait pas forcément les fichiers numériques comme aujourd'hui et qu'ils ont dû scanner et rogner. Donc on voit qu'à droite l'oreille elle est tout près du bord comme le bandeau orange et en bas que le menton est coupé. Donc voilà, ça fait partie un peu des contraintes de l'époque qui peuvent arriver encore aujourd'hui sur les vieux mangas où on n'a pas l'illustration originale en entier. Et vous pouvez voir sur l'illustration, enfin sur Oh My Goddess, que il y a un énorme éclaté bleu, comme par hasard juste là où sur la version japonaise il y avait le nom de l'auteur en fait. Et donc voilà, c'est un artifice pour masquer le fait qu'ils aient pas eu la version avec les calques et qu'il fallait enlever le nom de l'auteur. C'est dur de redessiner, donc il y a des petites astuces comme ça. Et donc le dernier, donc Gon, où on voit qu'on est plutôt dans le facsimilé pour cette fois. Donc l'arrivée de Casterman en France. Donc tout ça pour dire que voilà, l'évolution dans les années 90, on est parti de quelque chose d'assez éloigné de la version japonaise pour, alors sous l'influence des fans, sous l'influence aussi des éditeurs japonais, se rapprocher de plus en plus de l'édition d'origine. Alors attention, il y a des petites questions, on est bon ? Effets spéciaux.
Donc on va parler des logos. En fait, on a séparé en deux parties, logo et jaquette. Alors logo, ça va être vraiment la création du logo pur, et jaquette sera plus la mise en situation sur la couverture du titre. Donc on a quelques exemples à gauche faits par Solène, et à droite quelques exemples faits par moi-même. Vous pouvez voir qu'à droite, on voit qu'il y a 10 ans d'expérience et qu'à gauche, il y en a moins. 0. Justement, en plus, tu vois, j'ai pris un exemple un peu bateau, dans le sens où j'ai pris quelque chose qui est assez proche de la version japonaise au final. Donc c'est une série qui s'appelle Blood Lad. Juste une petite aparté, je crois d'ailleurs, un petit aparté sur les studios en fait. Ce qu'on sait pas forcément, c'est que au Japon, c'est pas les auteurs qui font les couvertures. Ils ont un concept, mais ils font appel à un studio graphique, et c'est notamment l'éditeur qui va faire appel à un studio graphique pour créer le logo, pour créer la mise en page et tout. C'est pas le taf de l'auteur. Il va faire l'illustration en elle-même, mais après il y a un groupement. Donc là par exemple c'est Studio Lala Hands, mais il y en a des très connus. Shogakukan, c'est Bayside Studio. Il y a Nartis aussi qui fait beaucoup de choses. C'est des studios graphiques spécialisés dans la mise en page de couverture de manga, et qui ont aussi d'expérience là-dedans, parce qu'ils savent qu'est-ce qui va se vendre, comment ça va se placer et tout. Donc l'auteur se repose souvent sur le studio pour la conception des jaquettes. C'est bon ? Ok, on continue, désolé. Donc voilà, donc là en l'occurrence c'est le studio Lalands, et on a repris la même conception de jaquette après. Ce qui est intéressant, c'est le process, enfin intéressant, j'en sais rien, vous allez me dire, le process de création en fait. Donc on part, comme souvent, même aujourd'hui si tout est fait en numérique, de papier en fait, parce que c'est quand même beaucoup plus naturel en fait de crayonner, de faire des essais sur papier, avant de passer dans un deuxième temps au numérique. Donc notamment là c'est une vectorisation sous un logiciel qui s'appelle Illustrator. Alors rapidement, la vectorisation c'est comment expliquer ça? C'est une façon de créer des illustrations à partir de données mathématiques en fait. Voilà. On trace des points qui sont reliés entre eux, et ça permet d'agrandir des illustrations à l'infini. Disons qu'on n'a pas le phénomène de pixels en soi, vu que ce sont des équations mathématiques effectivement qui font les courbes et tout ça. Donc du coup on peut zoomer dessus, on peut les faire en gros, on peut remodifier ça très simplement, alors que quand on a une image, ce qu'on appelle bitmap, donc c'est l'opposé du vectoriel, avec des pixels, c'est plus compliqué de modifier, on va avoir des flous, enfin on va perdre de la qualité. Donc après ces petites pérégrinations, on arrive à un premier logo vectoriel qui est très intéressant pour travailler, parce qu'on va pouvoir en faire des affiches géantes, vu qu'on peut zoomer à l'infini dessus, ou le modifier pour faire un logo spécifique sur le dos du livre. Alors je précise tout de suite le terme technique. Ce qu'on appelle la tranche, non, en fait ça s'appelle un dos. La tranche, c'est là où il y a les pages normalement. Donc le dos du livre, c'est là, ce que vous voyez sur vos étagères, ça s'appelle un dos. Et donc voilà, donc c'est oui. Oui, en dessous, ouais. Ça m'arrive. Non, alors non, je l'ai repris. Ça dépend. C'est graphique en fait. Il y a des éditeurs qui peuvent l'imposer. Chez nous, c'est jamais arrivé. Je l'ai repris sur un autre exemple, et je dirais pourquoi tout à l'heure. Souvent, il y a une volonté derrière en fait. Là, l'idée, comme on va le voir par la suite, c'est intégré dans une sorte de tag. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai peinturluré des feuilles de papier pour avoir des effets de bombes de peinture, quoi. Pour au final avoir un autre logo. Donc on a vu cette version déjà vectorielle qui est la base, qui est plus plus peinturluré en fait, un peu comme si ça avait été peint à la bombe et tout ça. Et c'est ça qui va être utilisé sur la jaquette au final. Et donc effectivement là on a intégré Blood Lad, qui est le titre japonais du manga. Et donc voilà. Et donc après tout ce petit process, alors ça prend du temps, parce qu'il faut le faire valider au Japon, il faut que l'auteur soit d'accord et tout ça. On arrive à la version française déclinée, donc qui est assez proche de la version originale. On a gardé le même concept de couleurs à chaque fois différentes. Et donc ce logo-là, en fait, a beaucoup plu à l'éditeur, et du coup, il est utilisé aussi sur toutes les versions animées étrangères. C'est-à-dire que c'est devenu le logo international, en fait, pour la version française, US, UK, enfin voilà. Donc c'est partie des choses sympas. Oui. Alors. Non, parce que je suis un idiot. En fait, alors c'est plus de la fierté que de l'argent. On est un peu content, voilà. Enfin, moi, à titre personnel, je suis toujours très content qu'on a des retours des auteurs et tout ça. La seule chose que je demande en fait, c'est qu'on me les envoie pour ma collection, parce que voilà. Enfin là, je suis à cette table aujourd'hui, mais j'aurais pu être de l'autre côté il y a quelques années aussi. Donc je suis fan à la base de manga et d'animation. Donc du coup, voilà, si on me les envoie, je suis content en fait. C'est cool, merci. Voilà.
Ah, on va en reparler. Ça va venir. On spoil pas le reste de la couve, mais de la conférence, mais il y a des boobs après. Donc restez. Je crois qu'on est bon après. Je sais plus si c'est. Vas-y. Ah, c'est à toi. Alors, un petit aperçu de la création du logo de Chibi Devi. Alors, du coup, c'est vrai que vous le verrez à chaque fois, mais les recherches commencent souvent sur le papier, mine de rien, et ça aide de gribouiller, de se faire un peu une idée de ce qu'on veut. Comme Bloodlad, ici, il s'agissait de reprendre un peu l'inspiration dans le logo japonais, qui a cette espèce de grosse tête, un peu des lettres à grosse tête, mais avec forcément notre langage français. Et du coup là-dessus on voit une évolution où finalement c'est redevenu un peu plus droit, vertical, horizontal, et au final un dégradé et un contour qui ressort niveau lisibilité peut-être un peu plus que la japonaise, parce qu'on a des besoins de lisibilité souvent plus forts qu'au Japon, et du coup voilà, ça reste le même esprit, mais il y a une conception derrière un peu personnalisée qui fait un logo à part entière. Là, je prends un autre exemple. Alors, au niveau de la conception, encore une fois, on est quand même relativement toujours similaire. Je voulais en parler quand même parce que Red Eye Sword, en fait, c'est un titre qu'on nous a imposé. Donc, vous le connaissez certainement sous le nom de Akame ga Kill, qui est le nom japonais. Mais l'éditeur Square Enix nous a dit Akame ga Kill, non. Utilisez Red Eye Sword, c'est vachement mieux. Alors nous, on était là, non, on veut l'appeler Akame ga Kill, c'est tellement mieux. Mais des fois, on peut pas, voilà, on peut argumenter, mais au bout d'un moment, surtout avec Square Enix qui est assez dirigiste, on n'a pas pu faire plus que ça. On a quand même réussi à arracher le fait d'utiliser en sous-titre Akame ga Kill pour que les fans qui connaissaient déjà la série par divers moyens, on va dire, puissent quand même faire le lien entre les deux. Mais voilà, donc du coup, il y a une création de logo spécifique pour la série. Encore une fois, voilà, déclinaison de couleurs. C'est des facteurs qu'il faut intégrer dès le départ. C'est-à-dire que si on voit que sur la version japonaise, chaque tome a une couleur différente, il va falloir faire une création qui puisse s'adapter en fonction de la version japonaise aussi pour suivre. Surtout sur certains éditeurs, on n'a vraiment pas le droit de changer. Enfin, voilà, le cadrage est plus ou moins le même, on en reparlera après, mais il y a des éléments fixes qu'on ne peut pas changer, donc il faut travailler autour. Oui. Ma question c'est, là à chaque fois vous montrez des exemples où vous reprenez la couve japonaise et vous changez juste le logo. Oui. J'imagine qu'il y a des fois où vous redessinez complètement ou alors, en partie. Effectivement, là pour le moment, on est dans la première partie, on parle vraiment des logos. Et dans la deuxième partie, on va parler des jaquettes de manière plus globale. On va aller de plus en plus loin par rapport à la version japonaise. Là pour le moment, c'est juste les créas de logos, entre guillemets. Et c'est combien de pourcentage, en gros, est-ce qu'il y a beaucoup de mangas où vous redessinez tout? Est-ce qu'il y a beaucoup de mangas où vous faites juste le logo? Vous gardez la couleur? On redessine pas forcément. On va éventuellement créer un environnement graphique si on n'a pas à l'origine. Là, par exemple, on voit qu'il y a un petit fond enflammé sur Red Eye Sword. Mais ça reste toujours au service de l'illustration japonaise tel qu'on l'exploite. Disons que c'est en fonction déjà d'une part effectivement des besoins, mais aussi de la cible visée. Si on veut, Solène vous le détaillera un petit peu plus après d'ailleurs, si on veut changer de cible ou si on veut cibler légèrement différent, il y aura un travail un peu différent du coup. C'est bon, on passe. C'est à toi. Jojo. Alors un peu de Jojo's Bizarre Adventure. Donc, alors ici, il s'agit de la deuxième saison Battle Town Sea, qui est vraiment dans un univers Indiana Jones. Donc c'est un peu ce que j'ai cherché à retranscrire dans le logo. Et du coup voilà, ça passe par cette typo un peu oldie et en même temps des couleurs un peu flashy qui permettent de rafraîchir l'illustration. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une série donc qui a commencé en 89, je crois. Et du coup, il n'y a pas forcément le matériel de la part des Japonais. Et j'avais comme ce qu'on appelle matériel, du coup, parce que oui, c'est pas forcément... c'est les illustrations. C'est idéalement un fichier Illustrator avec les différents éléments graphiques vectoriels et éventuellement l'illustration originale complète. Et pour ce qui est de Jojo, ici on avait que les fichiers d'impression, donc avec le logo aplati sur l'illustration. Donc il a fallu un peu jouer astucieusement, donc avec des splashes ou des choses comme ça pour compléter la jaquette sans avoir à redessiner le travail de Monsieur Hirohiko Araki. Et donc voilà, il faut être un peu astucieux des fois pour redonner un peu de peps et que le lecteur ne voit pas qu'on manquait un peu de matériel.
Parce que ça, effectivement, le matériel, ça va dépendre vraiment des éditeurs et des séries. Sur les vieilles séries où il n'y a pas de matos, il faut se débrouiller. Moi, je sais que quand j'ai commencé il y a 10 ans, on recevait encore des diapos, par exemple. Des diapos, donc c'est des films qu'on doit scanner avec un matériel spécial pour les avoir. C'est pas numérique. Donc ça a beaucoup évolué, mais il faut être astucieux des fois pour pouvoir masquer un petit peu les petits soucis de matériel du coup de nos amis japonais. Parce que eux aussi, en fait, ils les paument. On dit toujours les Japonais, ils sont super sérieux, ils sont super carrés, mais en fait, des fois, nous, on a eu des surprises où ils nous disent, ah non, on les a plus, désolé. Bah, on fait comment? Débrouillez-vous. Pardon. Okay. Ce qu'il faut se dire, c'est que les Japonais impriment des millions de mangas et du coup, forcément, ils gardent pas scrupuleusement tous les fichiers sur lesquels ils ont bossé, tant la production est dense. Un petit retour sur JoJo's Bizarre Adventure. Donc vous pouvez voir au milieu à gauche la première version J'ai lu qui est sortie au départ en France et qui s'est arrêtée vers la 4e saison. Et volume 47, me dit-on au premier rang. Il y a des connaisseurs. Et du coup, Tonkam est arrivé derrière et a sorti les saisons suivantes, donc la 5, la 6, puis la 3 qui était assez emblématique, Stardust Crusader. Et du coup, quand je suis arrivée, il y avait déjà un certain travail de fait et il fallait faire la jaquette de la première saga, de la deuxième et maintenant de la 4e. Alors, ce que vous pouvez voir en haut à droite, c'est un premier jet pour la jaquette de Diamond is Unbreakable, qui est la 4e saga, donc un peu exclu, un peu provisoire, hein, ça peut encore changer. Du coup, sur Phantom Blood à gauche, il y avait aussi un problème de matériel. On peut voir que chez J'ai lu, ils ont carrément réglé le problème avec un fond bleu uni. Donc voilà, on essaye de s'adapter comme on peut, mais c'est un peu un jeu de contraintes et de création. En parlant de contraintes, parce que voilà, Pokémon c'est une grosse licence en fait internationale. Là, le travail sur le tome de XY a été déjà voilà, comme vous pouvez déjà le voir sur la version japonaise, le fond vert jaune éclaté machin était peut-être pas très heureux pour notre public, donc on a voulu avoir quelque chose d'un peu différent. Et surtout au niveau de Pokémon, le logo Pokémon, comme vous pouvez le voir sur la version japonaise, en fait ils n'utilisent pas le logo Pokémon, ils utilisent, c'est marqué en japonais Pocket Monster Special, hein, qui est le titre japonais de ce manga. Nous on a besoin d'utiliser le logo Pokémon parce que c'est quand même l'identité de Pokémon à l'international, c'est ce logo qui existe depuis 20 ans maintenant et qui est très connu. Mais l'utiliser impose beaucoup de contraintes. Notamment, on peut pas coller, on peut pas... Vous voyez, ça fait un petit arc. On peut pas mettre de choses dans le petit arc parce que c'est des contraintes spécifiques du guide de style de Pokémon Company, donc qui sont les personnes qui gèrent la licence Pokémon. Donc nous, on doit composer en fait avec tout ça. Par exemple, vous voyez, il y a toujours un petit halo blanc un peu merdicus autour et il faut que le trademark soit inclus dans le halo. S'il y a un petit écart dans le halo, bah il faut refaire parce que ça passe pas en validation et tout ça. Donc voilà, il faut composer avec toutes ces contraintes. C'est pas impossible, mais surtout sur les titres à licence. Moi, j'ai beaucoup bossé, par exemple sur Inazuma Eleven, sur même Phoenix Wright Ace Attorney, où on a un logo qui existe déjà. Il faut savoir aussi composer pour le réintégrer dans la version française. Donc voilà, petits essais divers et variés. Alors, un petit passage sur Food Wars. Alors, en fait, des fois, on a des imprévus avec les Japonais. Donc, quand on a travaillé au départ sur le titre, donc il y avait des recherches sur le titre, super titre temporaire, Chef Academy. Donc, forcément, c'était un peu la période Top Chef, Master Chef. Donc, il fallait un peu évoquer le côté cuisine au top de sa popularité. Et du coup, c'était mes premières recherches de logo. Et entre-temps, ils nous ont d'abord dit, attention, il va y avoir un titre international, ce sera Food Wars. Et un peu plus tard, en fait, il y a un logo imposé. Donc voilà, celui que vous voyez sur la couverture finale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, ils savaient déjà qu'il allait y avoir un animé en préparation. Et ils avaient besoin justement de préparer cette communication internationale. Donc ça fait partie des contraintes qui peuvent arriver en cours de route, juste avant d'envoyer en validation. Oui, d'accord. On peut faire un aparté rapidement sur les validations. Donc tout ce qu'on vous a montré jusqu'à présent, en fait, est envoyé à l'éditeur. Donc que ça soit la jaquette, les logos, la couverture, parce que jaquette et couverture sont deux choses différentes. Hein. Vous savez, quand vous enlevez la jaquette, souvent il y a quelque chose en dessous. Tout ça, c'est envoyé dans un premier temps déjà à l'éditeur avant la sortie, pour leur dire, bah voilà, regardez, on a envie de faire un truc dans cet esprit-là. Ils nous disent oui ou non, modifier des trucs. Et après, à chaque tome, on envoie aussi l'intégralité des éléments pour validation. Alors c'est
très important pour nous, parce que déjà d'une part, ça nous permet d'avoir l'approval de l'auteur, de l'éditeur, et aussi de voir s'il y a des petits soucis, s'il y a des choses qui leur conviennent pas. Enfin voilà. Donc ça nous impose de travailler beaucoup à l'avance. C'est-à-dire qu'un titre qui va sortir à un mois T, ça sera souvent T moins 3 mois avant la validation. Il y a 3 ou 4 mois quand même déjà de préparation en amont en fait. On passe à la suite. Ouais. On va parler des jaquettes, donc l'enrobage total des livres. Donc vous pouvez voir en haut des jaquettes de 10 ans d'expérience de Kurokawa et en bas des jeunes jaquettes de newbie. Surtout que c'est pas vrai. de piquer ton câble. Ça fait même pas 10 ans que je fais, ça fait 7-8 ans maintenant. Ouais. C'est pas les tout premiers Kurokawa, c'est pas moi, ne tapez pas. Ah, je passe. Hop. Voilà. Alors donc je vais vous parler en détail de la jaquette de Cage of Eden. Donc c'est un titre à l'origine qui est publié dans un magazine shonen, mais comme le titre comportait des scènes un peu gore, un peu violentes, Soleil voulait que ce soit un titre catégorisé seinen. Du coup, par conséquent, on pouvait pas se permettre. Alors là, ça se voit pas trop, c'est un peu terni, mais les palmiers ils sont bien fluo et c'est un peu ambiance voyage à Tahiti, donc il fallait faire quelque chose pour montrer qu'en fait il y a des gens qui sont bouffés par des tigres à dents de sabre, etc. Ce qui ne se voit pas forcément ici. Et donc, vas-y. J'en profitais pour faire un petit aparté sur le système de couleurs. En fait, au Japon, pour avoir des jaquettes un peu plus pétantes, ils utilisent ce qu'on appelle un pantone ou une 5e couleur. Donc, chez nous, les titres sont imprimés souvent avec 4 couleurs, donc cyan, magenta, jaune, bleu. J'ai dit de la merde. Oui, jaune, noir, voilà. Et donc du coup, quand on reçoit les fichiers, on a souvent donc ce fichier à gauche un peu jauni, plus la couche de rose qui permet chez eux d'avoir une couleur plus vive, et le résultat final. Donc voilà, effectivement, si des fois vous voyez des couvertures où le personnage est tout jaune, c'est souvent que quelqu'un a oublié de rajouter le fichier de 5e couleur. Ah, sachant qu'on peut faire des 5e couleurs, mais que ça a un coût, hein, parce que en fait, quand on dit 4 couleurs, donc cyan, magenta, jaune et noir, c'est-à-dire 4 rotatives à l'impression en fait. Donc plus on va rajouter de couleurs supplémentaires, d'encre supplémentaire, plus on va rajouter de rotatives supplémentaires. Donc on peut faire 5 couleurs, ça reste dans un coût limité, mais on va peut-être préférer utiliser cette chance d'avoir une 5e couleur pour faire autre chose que du rose sur le visage des personnages, peut-être faire un effet fluo, peut-être faire un effet doré. Et 6 couleurs, ça coûte très très cher. Donc on va rester à 5 déjà, c'est pas mal. Hop, on passe. Alors du coup quelques étapes de recherche sur Cage of Eden. Alors ça se voit plus trop à la projection, mais du coup il y a tout un feuillage sur la couverture, sur les premiers essais en fait, qui viennent de ce que vous voyez à gauche, qui est la page de sommaire de tous les tomes, et donc juste à côté donc les recherches de logos et les pages de présentation des animaux préhistoriques qui vont finalement servir à mettre un animal sur chaque dos et sur chaque couverture. Et ce qui donne la jaquette finale, où finalement on a mis le feuillage en 4e pour éviter le côté surchargé. Oh. Je voulais faire le curseur, mais je sais pas comment on fait. Et tu peux pouvoir pointer avec le bras. Je vais le faire. Non, c'est bon. Et donc voilà, un joli tigre et donc un animal qui changera à chaque tome. Et donc voilà, donc finalement on a quand même une jaquette beaucoup plus sombre que la version originale. Voilà, vous pouvez voir le contraste. Donc là c'était la fête, d'autant qu'après je crois qu'il y a des couvertures, ils sont en maillot de bain et tout ça. Donc oui voilà, en plus fallait éviter ce côté effectivement. Il y a des filles en uniforme scolaire qui se baladent tranquillement dans les marécages, c'est pas forcément aussi bien ressorti si on avait laissé cet enrobage là. Oui. Ok, et donc voilà, et donc la version finale, qui est quand même beaucoup plus plus sombre. Alors ça certes, elle est sombre. Il y a aussi une retouche colorimétrique d'ailleurs sur le décor avec des rougeoiements plus forts que sur l'original. Ah oui, là. Oui. On le voit pas trop d'ailleurs, mais il y a un joli décor. Bon voilà, on va pas vous faire de l'épilepsie non plus. Alors un petit passage sur une jaquette un peu récente. Donc Akusensha, c'est un éditeur qui a très longtemps fait au Japon des couvertures avec une illustration dans un carré et une grosse typo type Arial rouge en haut. C'était pas toujours très sexy et heureusement là ils se sont rendus compte que c'était bien de faire un peu de créa et ils commencent à bouger là-dessus. Mais ça reste encore des jaquettes très sobres avec des rabats blancs et une petite illustration et une partie considérable de la 4e de couverture, donc à droite, qui est utilisée pour les codes barres et compagnie.
Donc nous, on a des contraintes un peu différentes là-dessus, et on essaye de mettre en valeur le plus possible les illustrations, surtout quand c'est des auteurs comme ça qui se débrouillent plutôt bien avec leur crayon, au moins. Et du coup, on en profite aussi pour ajouter éventuellement une illustration sur le dos au milieu, quand la place nous le permet. Un petit passage aussi sur Plume, donc un titre qui a pour but de toucher vraiment le plus de public possible. Donc comme vous pouvez le voir, c'est inversé, on l'a mis en sens de lecture français. Et du coup, il y a eu tout un travail de création d'un enrobage un peu coquet, chaleureux, mignon par rapport à la version japonaise qui avait juste un fond blanc en 4e de couverture aussi. Donc voilà, c'est à nous de rendre ces titres un peu plus sympathiques à l'œil du public. Je reviens sur Pokémon. Je suis désolé, ça fait un peu partie du fonds de commerce de la maison d'édition pour laquelle je travaille. Mais ça n'empêche pas quand même de bosser dessus. Pokémon la grande aventure. Alors comme vous le savez, peut-être certains d'entre vous ont été traumatisés dans leur enfance parce que Glénat n'avait pas été jusqu'au bout de la première saison de Pokémon. Donc on a ressorti en fait en gros volume de 500 pages. Et alors, ça fait partie des choses. Bon, ça dépend des graphismes. Moi, je suis un peu monomaniaque du dos en fait. Donc encore une fois, hein, le dos, c'est ce que vous voyez là. Parce qu'au final, c'est ce qu'on voit le plus. Sur une étagère. Une fois que votre bouquin est rangé et tout ça, très bien, mais c'est le dos que vous voyez. Donc si c'est pas beau, votre étagère elle sera pas belle. Et moi, comme j'aime bien avoir des belles étagères, en général, voilà, il y a un travail un peu spécifique sur le dos. Là, en l'occurrence, en plus, comme c'est une réédition de vieux tomes, on savait précisément combien de pages il y aurait par tome, ce qui nous a permis, voilà, de faire une frise qui se continuera. Donc là, on a la première saison Pokémon la grande aventure qui correspond au jeu Game Boy à l'ancienne, et la version Ruby et Saphir qui correspond au jeu Game Boy Advance. Si un jour on fait d'autres séries, voilà, l'idée c'est d'avoir une frise qui se continuera sur l'ensemble de la série. Oui. Bah c'est pas le bon sens, donc voilà. Non, plus sincèrement, même au Japon, en fait, ils rangent dans le sens là. Donc c'est pas, ce qu'on considère comme le sens japonais. Si vous regardez les Dragon Ball, par exemple, ils sont dans l'autre sens, en fait. C'est pas, voilà, c'est l'ordre est comme ça, en fait. Au Japon, de toute façon, ils lisent dans tous les sens. On reviendra après dessus, mais ils lisent à l'endroit, à l'envers, en haut, en bas. Ils ont pas de problème avec ça. Donc là, on est bon pour ça. Et ah oui, voilà. Alors donc des petits exemples de contraintes de matériel ou de cadrage. Donc effectivement, les Japonais peuvent se permettre d'écrire un titre sur la verticale, et nous c'est quand même moins instinctif. Donc on va souvent travailler des jaquettes en considérant que on a l'illustration complète, et que, comme là vous pouvez le voir sur le tome 2 à gauche, on peut centrer l'illustration et mettre le logo en bas tout à fait normalement. Et se retrouver avec le tome suivant où en fait l'éditeur nous dit non, il faut absolument que vous cadriez le personnage sur la droite de façon excentrée. Alors dans ce cas, on n'a pas le choix, parce que forcément ça vient d'une volonté de l'éditeur ou de l'auteur dans ces cas-là. Et du coup, il faut s'adapter à ces contraintes-là aussi. Voilà, un peu dans le même esprit, là donc Wolverine Black Prince, on a une thématique Prince là sur cette slide. On n'a pas le droit de toucher au cadrage, donc il fallait trouver quelque chose. Que, vous voyez, si on enlève le logo japonais et le truc derrière, c'était marqué Wolverine Black Prince mais en caractère romain. Ça faisait un vide en fait, donc il a fallu trouver des astuces. Donc ça peut passer effectivement par des pastilles qui vont se recoller dessus, ça peut, là voilà, il tient le truc. C'est des choses à prendre en considération dès le départ de la création en fait. C'est intéressant qu'on a plusieurs tomes de décalage, parce qu'on peut voilà appréhender un petit peu ça et se dire ah ok, on va trouver une astuce pour que ça soit pas paumé sur le côté ou en dessous. Voilà. Surtout Shueisha, ils sont un peu chiants, sauf avec toi. Alors je sais pas pourquoi, moi ils sont super relous, mais alors avec toi. Donc à gauche, vous avez une jaquette de l'éditeur Shueisha, mais où on nous a autorisé à inverser les deux visuels, ce qui est pas forcément courant, parce que l'auteur n'est pas forcément pour que son illustration qu'elle a conçue pour la première de couverture, elle se retrouve à l'arrière, et l'inverse. Mais du coup, voilà, ici on a réussi à justifier donc ce qui est vraiment un choix éditorial pour inverser les deux visuels. Ce que vous pouvez voir à droite également, c'est le cas de Prison School, où la couverture du tome 1 au Japon, c'est le personnage principal qui est donc un garçon recroquevillé avec des menottes. Et le tome 2, c'est le personnage aussi principal féminin qui a l'air un peu dominatrix, et voilà. Et du coup, comme la série porte plus sur des personnages féminins un peu autoritaires,
et que le personnage masculin pouvait avoir l'air un peu de sortir d'un yaoi, on a préféré inverser le tome 1 et le tome 2, ce que l'éditeur a eu la gentillesse d'accepter en comprenant notre problématique. Voilà, disons qu'on parlait tout à l'heure de validation, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions même avec l'éditeur japonais, on lui demande des choses, on peut faire des choses, hein, on verra après, il y a beaucoup de choses différentes, mais il faut toujours demander en fait. On peut pas faire les choses dans notre coin et après dire eh ben c'est comme ça et tout. Tout est soumis à la validation de l'éditeur, de l'auteur. Ils sont plus ou moins ouverts aux propositions, mais voilà, il y a toujours un dialogue qui s'instaure avec l'éditeur japonais, notamment sur Nozoki-hana. Alors Nozoki-hana, c'est un cas peu, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga un peu fripon, qui, bah voilà, il y a beaucoup de pampans hein, dans Nozoki-hana, on profite bien de la vie, et malheureusement, alors les couvertures japonaises, en tout cas, quand on a commencé à discuter de ce titre, ne nous semblaient pas vraiment raccord avec l'idée de l'érotisme qu'on peut avoir en France. Là, on a plus affaire à une pyjama partie entre copines, alors que en vérité, bon voilà, c'est beaucoup plus profond que ça, si vous me passez l'expression. Donc voilà, l'idée de base, même avant le résultat, c'était d'avoir un fourreau. Donc un fourreau, c'est un boîtier en carton qui va se mettre sur le titre, enfin sur le manga. On s'est rendu compte que c'était un petit peu compliqué à mettre en œuvre, donc du coup la jaquette en fait est un peu voilà, avec une petite serrure comme ça, un petit peu modifiée. Et quand vous enlevez la jaquette, en dessous vous avez l'illustration complète, sans censure, parce que là voilà, on avait discuté un petit peu avec Solène. Je lui ai demandé est-ce qu'on peut mettre des boobs, elle m'avait dit oui. Mais pas des tétons. Pas des tétons, voilà. Donc je me suis permis d'utiliser le logo de Jonetsu pour censurer les tétons. C'est validé. Sachant qu'il y a aussi un travail de colorimétrie en fait sur Nozoki-hana, c'est-à-dire que voilà, à droite vous voyez l'illustration d'origine, mais encore une fois dans l'idée de rendre ça un petit peu plus charnel, on va dire sensuel, il y a une grosse retouche de couleurs, de rajout de petits éléments, et effectivement, on l'a mentionné tout à l'heure rapidement, l'éditeur japonais a beaucoup aimé aussi ça, merci beaucoup l'éditeur japonais, et du coup il l'a imposé à Kase en Allemagne pour sortir le titre sous le nom de Emliche Blick. Donc voilà, pour je sais pas, il y a des gens peut-être que ça, comment dire, que ça fait kiffer l'allemand quand on l'entend en allemand. Et du coup voilà, donc ça a été repris dans la version allemande et je crois que ça va être repris dans un autre pays, je sais plus tout à fait lequel. Encore une fois, les Allemands ont été très gentils, ils me les ont envoyés, ils m'ont même envoyé des gâteaux. Donc voilà, j'ai été payé en gâteau allemand. Ils étaient pas mauvais, ça va. Hop. Et voilà, donc en fait, comme on disait tout à l'heure, là on est vraiment très très loin de la version japonaise. Et un autre exemple très éloigné de la version japonaise, c'est Pokémon Noir et Blanc. Alors on le sait pas forcément, mais Pokémon Noir et Blanc, en fait, il a été publié en France 1 an et demi avant la version japonaise. C'est-à-dire qu'il était publié dans le magazine, mais les versions reliées japonaises n'arrivaient pas. Et donc, nous, on avait quand même la volonté de le sortir à peu près en même temps que la version, du jeu, quoi. Donc, on a demandé à l'auteur est-ce qu'il y avait des illustrations couleurs. Malheureusement, c'est quelqu'un de très occupé, il n'avait pas d'illustrations couleurs de prête. Donc, j'ai dû reprendre des illustrations d'ouverture de chapitre. Donc, normalement, c'est ce qui est en début de chapitre. Les détramer, parce qu'il fallait enlever la trame noir et blanc, et les recoloriser pour avoir enfin un visuel qui soit exploitable en couverture. Et validé parce que les Pokémon, voilà, il y a des couleurs à respecter. Enfin, il y a tout un travail de création là-dessus. Donc, comme quoi, voilà, on a tous les cas. En fait, on a tous les cas de figure. On a des fois des facsimilés de la version japonaise où ça va très bien, on est très content. Des fois, voilà, des contraintes techniques qui nous imposent de changer, des contraintes éditoriales qui nous imposent de changer. C'est un métier où il n'y a pas de règles en fait. Je pense. On peut pas se dire oula, je me pose et puis on fait toujours la même chose. Non, à chaque titre. Encore plus aujourd'hui où voilà, que ce soit Solène ou moi-même, on aime ça. Voilà, on aime les mangas à la base. On a envie aussi que, voilà, déjà on a envie d'être content de nous-mêmes et en plus que, voilà, si on n'est pas content de nous, on peut pas espérer que les lecteurs soient contents en fait. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je suis d'accord. T'es d'accord ? D'accord. Ça marche. Bonjour, oui. C'est mieux, voilà. Ça marche. J'ai juste une question, puisque donc la couverture est donc une production dont tu t'es occupé toi-même. Est-ce que comme pour Bloodlad, cette production-là a été réutilisée après pour
Pour la version japonaise Pour ou Pokémon, c'est un peu spécifique. Ils les ont utilisés pour la promotion de la version japonaise, parce qu'encore une fois, l'auteur était très occupé à cette époque, parce que voilà, c'est un duo d'auteurs, auteur et dessinateur. Et il faut savoir que là, en ce moment, ils ont 3 séries en cours: Pokémon Noir et Blanc 2, Pokémon XY et Pokémon Omega Ruby et Alpha Saphir. Donc en fait, c'est des gens tellement occupés que du coup, ils étaient très contents de pouvoir dire ah bah oui, réutiliser ça, pas de problème. Et nous, bah, voilà, encore une fois, moi ça m'a fait plaisir. J'ai eu le magazine, j'ai fait, hey, cool. Et puis, et puis voilà. Les couvertures japonaises de Pokémon Noir et Blanc, elles sont pas du tout comme ça. Voilà. Alors, 1 an et demi après, effectivement, il y a eu d'autres couvertures faites par l'auteur. Malheureusement, nous, on avait déjà fini de sortir la série. Donc, si un jour on fait des rééditions, peut-être qu'on les changera, je sais pas encore. Ça, pour le coup, c'est un peu trop tôt, parce que je sais qu'il y a aussi des fans qui aiment bien, du coup, avoir la colorisation de l'auteur, parce que c'est le dessin de l'auteur, hein, attention, hein, c'est pas, je me suis pas amusé non plus à redessiner toute l'illustration, mais voilà, en l'état actuel sur Pokémon Noir et Blanc, et ça arrivera certainement sur d'autres séries, on est obligé d'utiliser ça, parce le matériel n'existe pas au moment où on le sort, en fait. Donc voilà, à moins d'aller dans le futur et de revenir, c'est un petit peu compliqué. C'est toujours à toi, en fait. C'est encore un mois après. Ah, désolé. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors, faire un petit break. Pensez un peu si vous avez des questions et tout ça. Si vous avez des questions, c'est le moment. Le temps de laisser à nos intervenants le temps de se rafraîchir un peu. Vas-y. On va pas risquer de... Voilà. Donc effectivement, désolé, je vous impose encore un petit peu ma présence. Alors un point important, tout à l'heure je parlais des studios qui font les créations de jaquettes, les studios japonais en fait, qui bossent avec l'éditeur japonais pour créer les studios de jaquettes. Faut savoir que ce travail-là se fait même dès la prépublication, parce que au Japon, donc voilà, c'est publié dans des magazines, et du coup le logo en fait est fixé dès la prépublication du manga, sans forcément savoir si le manga va avoir du succès, si le logo va être obligé d'être décliné en couleur, de quelle façon, comment ça va se passer. Donc du coup, ils ont une contrainte de base qui est cette publication en magazine, alors que nous, comme en général on passe un petit peu après, alors c'est vrai que le temps entre la sortie japonaise et la sortie française a tendance à se réduire, mais on n'est pas encore tout à fait au synchronisme pur comme on peut avoir dans le simulcast. On a un peu de temps et on peut assimiler un peu plus facilement les œuvres. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ok, d'accord, Resident Evil, il se passe ça, on va avoir tel matériel, et du coup, la création du logo peut aussi être influencée par ces éléments-là, en sachant déjà qu'il va y avoir effectivement du matériel en magasin. Ça, c'est des displays donc pour les libraires. Tout ça peut être déjà intégré dans la création du logo. Et donc moi je pense que c'est une chance, parce que c'est vrai que la créa graphique sur les matériels promotionnels au Japon est pas ma boule en fait. Enfin, si vous avez déjà été dans une librairie au Japon, c'est un peu fait au fur et à mesure, et il n'y a pas de charte en fait. C'est vraiment quelque chose qui se fait en fonction des besoins au fur et à mesure, que nous on a un peu plus de recul là-dessus. La deuxième chance aussi, c'est de pouvoir réfléchir à l'envers, de se dire ok, on va avoir tel besoin, et comment le logo va être créé pour répondre à ces besoins qui viendront pour le plan de lancement par exemple. Donc là, je parle de Arslan, donc The Legend of Arslan. Alors juste un détail. Donc je sais plus qui tout à l'heure demandait pourquoi voilà l'utilisation du japonais dans le logo d'Arslan, enfin dans les logos en général. Donc moi, je le fais pas très souvent. Je l'ai fait sur Bloodlad effectivement tout à l'heure. Là, je l'ai remis pour Arslan parce qu'il faut savoir qu'Arslan, c'est un manga, enfin c'est un roman à la base, qui a beaucoup inspiré Final Fantasy. Donc, je pense que vous connaissez tous Final Fantasy. Je vous fais pas l'affront de vous expliquer ce que c'est. Et dans le logo de Final Fantasy, il y a toujours le mot japonais Final Fantasy avec le numéro de l'épisode. C'était un peu un clin d'œil en fait, de dire ok, Arslan, le roman a inspiré Final Fantasy. Du coup, ça reprend un petit peu ce truc. Donc c'est des petites, moi j'aime bien mettre toujours des petits clins d'œil, des trucs comme ça. Voilà. Là je vous le dis, je pense que personne n'aurait deviné autrement. C'est un hommage à Final Fantasy. Donc pour Arslan, pour en venir à la conception du logo d'Arslan, dès le départ on savait qu'il allait avoir un dessin animé, donc qui commence au mois d'avril bientôt chez Wakanim. Je sais pas si c'est encore là, mais salutations à vous. Et donc du coup, qui dit dessin animé dit aussi trailer pour annoncer le manga, enfin des bandes annonces. Donc je me suis dit, écoutez, on va partir du fait que ça soit un logo vidéo dès le départ, en fait. Et donc, alors c'est toute la vidéo d'annonce que vous avez certainement déjà vue, parce que vous êtes à fond sur les mangas Kurokawa.
Donc voilà. Ah, j'ai cassé. Ça marche ou pas? Je voulais faire une pause. Je peux pas faire de pause? Ah si, voilà. Donc en fait tout le concept du logo d'Arslan, c'est qu'il soit entouré d'étincelles, de flammes, de machin, avec un petit, en plus vous voyez un petit joyau dessus avec un petit effet de flair dessus. Donc ça c'est la base en fait du travail. Et voilà, j'ai mis de feu mon appart pour prendre des photos de tout ça. Et donc du coup une fois la déclinaison en matériel et tout ça, réutilise en fait cette idée de flamme, d'étincelles qui volent et tout ça. Mais c'est d'habitude on fait un logo et après on réfléchit comment on va le mettre en scène. Alors que là c'est l'inverse. C'est en ayant suffisamment de recul pour savoir tout ce qu'on va faire sur cette série. Je dis, on va faire d'abord les flammes, c'est cool, et après on les réintègre sur. Là c'est des visuels d'annonce des différents personnages. Ça sera aussi sur le matériel en magasin. Donc voilà, on retrouve ce concept avec des petites flammes. Là je monte mon écran, c'est super, vous voyez rien en fait. C'est plutôt à ce niveau-là. Voilà, on retrouve. Là ça se voit pas forcément très bien, mais ce concept flamme étincelle sur l'ensemble des matériels que vous verrez bientôt chez votre libraire, j'espère. Ça fait beaucoup de place. Désolé les libraires, mais dans l'idée, voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Merci de votre attention. Voilà. Merci. Si vous avez des dernières questions, c'est peut-être le moment. Sinon, si c'est un peu pressé, n'hésitez pas à nous alpaguer en sortant. Je sais pas, parce qu'après je sais qu'il y a l'AMV en fer, donc qui doit s'installer et tout ça. Alors quand même, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Voilà, je suis là pour passer avec le micro. N'hésitez pas. Non. C'est bon. Ouais, vous on avez été parfait. On a été super vite en fait. Parfait, D'accord. Rien à dire. Bon. On est bon. Écoutez, merci encore pour cette supplémentation. Merci beaucoup.